Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de cet après-midi. Le chef de la diplomatie djiboutienne a évoqué les enjeux cruciaux dans un interview dans nos studios. Aux nouvelles mondiales, au moins 11 morts dans l'explosion d'un camion citerne au Ouganda. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs, à Washington, les ministres des Finances, le ministre des Finances de Djibouti, d'Éthiopie et du Kenya, mais aussi de la Somalie et du Soudan du Sud, se sont réunis pour le 22e réunion ministérielle. Une rencontre co-présidée par M. Ahmed Shide, ministre des Finances de l'Éthiopie, et Mme Victoria, vice-présidente pour l'Afrique de l'Est et australe à la Banque mondiale, a été marquée par des discussions sur le soutien compte tenu des partenaires de développement et les défis à relever pour l'intégration régionale. Les ministres ont exprimé leur gratitude pour le soutien constant des partenaires de développement, notamment la Banque africaine de développement, l'Union européenne, le Royaume-Uni et le groupe de la Banque mondiale. À ce jour, environ 11,8 milliards de dollars ont été mobilisés ou programmés pour la mise en œuvre des piliers stratégiques de l'OAA. La présence d'observateurs représentant des pays comme les États-Unis et le Japon a également été soulignée comme un atout pour enrichir les débats. Malgré les succès notables dans la mobilisation des ressources, les ministres ont reconnu la nécessité de compléter ces financements par des subventions ou des financements concessionnels. Lors de cette réunion, des sources de financement alternatifs ont été présentées permettant d'identifier de nouveaux partenaires potentiels pour soutenir les projets prioritaires de l'initiative. Les discussions ont également porté sur l'accélération du traitement des projets en cours et l'avancement des études de faisabilité nécessaires pour renforcer l'intégration économique régionale. Les ministres ont insisté également sur l'importance de diversifier les sources de financement, notamment par le biais de financements innovants et de financements climatiques. Il convient de souligner que la réunion a réaffirmé sa solidarité avec le peuple soudanais et a appelé à une résolution pacifique de conflits qui affectent la région. Les ministres ont également demandé l'opérationnalisation des opportunités identifiées pour le financement des infrastructures et des opérations en cours. La prochaine réunion ministérielle est prévue pour fin janvier 2025 avec un accent sur des propositions spécifiques à valider. Et donc, je vous le disais dans les titres, dans une interview exclusive accordée à la RTD, le chef de la diplomatie de Djibouti et candidat au siège est revenu sur l'unicité de sa candidature et les atouts de son éligibilité. Toujours dans son interview, il a aussi exposé les enjeux fondamentaux de sa candidature à l'Union africaine, affirmant avec conviction que son pays et son peuple sont déterminés à faire entendre leur voix sur la scène continentale. Voici le clip. Alors, je suis un candidat qui est soutenu par son président, son gouvernement et son peuple. Donc il y a unanimité sur ma candidature. Ce qui n'est peut-être pas le cas pour les autres candidats. L'autre élément important, c'est que je suis actif. Je suis toujours actif dans la diplomatie, dans les relations internationales, dans la politique étrangère de mon pays. Ce qui n'est pas forcément le cas aussi des autres candidats. En plus, je suis issu d'un pays qui est un carrefour, un creuset culturel, un carrefour des continents. Et donc, je suis un petit peu le reflet de ce pays-là, qui est Djibouti. Nous sommes petits, mais nous avons une importance pour les grands pays. Vous voyez un petit peu le rôle que notre pays joue pour la sécurité, la paix, la stabilité dans la région et la sûreté de la navigation maritime. Et donc, ma candidature est considéré par beaucoup de pays africains comme une candidature naturelle pour le poste. Je suis le profil qu'attend l'Afrique, n'est-ce pas, pour ce poste. Et en quatrième point, et ça aussi c'est un élément très important, c'est que l'Afrique est à un tournant de son histoire. Il y a beaucoup de défis. Il y a une certaine présence physique, intellectuelle, de l'énergie à avoir pour supporter cette responsabilité. Il est difficile de concevoir que des gens d'un certain âge puissent assumer cette responsabilité et je crois que de ce côté-là aussi, j'ai un avantage comparatif qui plaide pour ma candidature. En plus d'être actif, est-ce que vous pensez que le fait de parler 3 langues est considéré aussi comme une différence par rapport aux autres candidats? C'est un atout indéniable. L'Afrique est un continent qui est varié, divers sur le plan culturel, il est multiculturel. Donc la personnalité qui arrivera à la tête de la commission devra être capable de pouvoir créer des ponts, des passerelles, être capable de communiquer avec toutes ces régions
Tout à fait. dans la diversité culturelle, dans cette diversité qui fait un petit peu la marque de fabrique de ce continent. Et je pense que sur ce point-là, j'ai également un atout par rapport aux autres candidats. Vous pourriez suivre l'intégralité de cette interview de M. Mohamed Ali Youssouf, l'interview exclusive sur nos chaînes du programme de ce soir. Autre actualité nationale, c'est dans le cadre de ces efforts pour promouvoir l'autonomisation des femmes et renforcer leur participation à l'économie locale que la ministre de la Femme et de la Famille a inauguré aujourd'hui un salon de coiffure innovant. Ce projet a pour but de fournir aux femmes des compétences professionnelles leur permettant de se lancer dans l'entrepreneuriat ou d'accéder à un emploi stable dans le secteur de la beauté en pleine croissance dans le pays. Cette initiative s'inscrit dans une série d'actions du ministère visant à doter les femmes djiboutiennes de compétences et des ressources nécessaires pour réussir dans divers domaines. Elle reflète également une stratégie plus large de renforcement des capacités avec un accent particulier sur l'entrepreneuriat féminin. L'événement a été marqué par la présence de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, de la ministre de la secrétaire d'État chargée des investissements privés, Mme Safia Mohamed Ali Gadile, de la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mme Safia Ilmi, ainsi que d'autres invités de marque. L'inauguration de ce salon de coiffure marque une étape importante dans la promotion de l'autonomisation des femmes à Djibouti, un projet qui offre des opportunités concrètes d'entrepreneuriat qui participe activement au développement économique local tout en renforçant les capacités des femmes dans le secteur de la beauté. L'Académie militaire interarmée d'Arta, passation du commandement le 23 octobre 2024, une cérémonie d'accueil du chef d'état-major général des armées à l'aube du 23 octobre, qui a marqué un moment historique pour l'AMIA, l'Académie militaire interarmée d'Arta, avec l'arrivée du chef d'état-major général des armées, accueilli avec une cérémonie empreinte de solennité. Sa venue a renforcé le caractère exceptionnel de la passation de commandement qui a eu lieu aujourd'hui. Les autorités militaires, les dignitaires locaux ainsi que les figures éminentes de la communauté ont rehaussé l'événement de leur présence, témoignant de leur soutien indéfectible à cette institution militaire. L'inspection des troupes par le chef d'état-major général des armées a mis en exergue la discipline et la rigueur qui caractérisent notre armée. Dans une atmosphère empreinte de respect et de tradition, le colonel Mohamed Mohamed Adi a passé le flambeau au lieutenant-colonel Ibrahim Youssouf Dabar. On écoute d'abord un extrait du discours du général Zakaria Cheikh Ibrahim. Officiers, sous-officiers, militaires de rang et personnel civil de l'Académie d'Arta. De par le président de la République, il faudrait qu'on ait pour votre chef, le lieutenant-colonel Ibrahim Youssouf Dabar, ici présent. Et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien des services, l'exercice du règlement militaire, l'observation de la loi et le succès des armes de la République de Djibouti. La cérémonie a été ponctuée par la signature des documents officiels, actant ainsi le transfert de commandement dans une harmonie exemplaire. Cette transition s'est effectuée sous le regard approbateur des officiers présents, assurant une continuité sans faille dans la hiérarchie et les responsabilités.
Et donc, comme le veut la tradition, le nouveau chef de corps, le lieutenant-colonel Ibrahim Youssouf Dabbar, a ensuite dirigé le défilé militaire avec une prestance qui témoigne de la grandeur de sa nouvelle fonction. Ce défilé, loin d'être une simple formalité, symbolise la perpétuation du leadership et l'engagement renouvelé de nos forces armées envers la défense de la nation. En conclusion, l'Académie militaire interarmée d'Arta, connue dans son acronyme LAMIA, réaffirme son engagement à former les leaders militaires de demain tout en préservant l'héritage et les valeurs qui constituent les piliers de l'armée djiboutienne. La commission des finances de l'économie générale du plan s'est réunie en ce jour du jeudi 24 octobre 2024 dans le but d'analyser le projet de loi numéro 127, année 2024, 9e législature, portant approbation des comptes financiers du laboratoire central du bâtiment et de l'équipement pour l'exercice 2023. Le projet de loi numéro 65, année 2024, 9e législature, portant adoption des comptes financiers de l'ANT pour l'exercice 2022. Cette réunion présidée par l'honorable Chadmark Moussa Are a vu la participation du côté du gouvernement, le ministre de l'équipement et des infrastructures, M. Hassan Mohamed Ibrahim, et de M. Warsama Dirieh, ministre du Commerce et du Tourisme, des directeurs généraux de l'établissement public précité, accompagnés de leurs proches collaborateurs. Après des discussions et échanges, les commissaires ont émis un avis favorable et transmis le compte financier sous-mentionné pour adoption lors de la séance publique de l'Assemblée nationale. L'ANC, en collaboration avec les ministères de l'Éducation et le ministère de la Femme, a lancé une campagne de sensibilisation sur la protection des enfants contre les méfaits de l'Internet. Une séance de sensibilisation et d'information qui ont été organisées dans les établissements scolaires tels que le collège de Boulaous et le lycée de Hodon 4. Cette campagne de sensibilisation a pour objectif de faire connaître les risques de ce méfait de l'Internet aux parents et aux enfants ainsi que les jeunes. Sensibiliser les enfants aux bonnes pratiques et d'utilisation du numérique, Internet et réseaux sociaux et mettre à leur disposition les outils nécessaires pour avoir le bon réflexe et avoir un comportement responsable. Les équipes chargées de la sensibilisation ont sensibilisé les parents et les jeunes sur le danger du monde du numérique et plus particulièrement de l'Internet et des mauvaises utilisations des réseaux. L'aspect technique, social et religieux de la thématique ont été évoqués à tour de rôle. Ceci a aussi permis d'éveiller la conscience des parents sur certains dangers dans l'Internet. L'agence djiboutienne de route poursuit ses opérations de réhabilitation à travers les 3 communes de la capitale. En effet, hier, la voie du Kripen au Héran, un point stratégique pour le transport en commun, a été rénovée. Cette initiative s'inscrit dans le programme d'entretien routier annuel de l'ADR, visant non seulement à perfectionner les réseaux routiers nationaux, mais également à améliorer la mobilité urbaine. La circulation dans cette voie est rétablie aujourd'hui, jeudi 24 octobre. La préservation des infrastructures routières demeure une priorité essentielle pour le gouvernement. Il est l'heure de l'appel à la prière de Salat al-Asr. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'actualité. Nationale, ce mercredi, la 19e promotion du stage international de perfectionnement enquêteur a clôturé la formation qui a débuté le 1er septembre 2024 autour d'une cérémonie riche en couleurs qui s'est déroulée à l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire.
d'une durée de 6 semaines, combinée avec 2 semaines de cours en cybercriminalité. Ce stage international a rassemblé 17 stagiaires issus de 9 pays, dont Djibouti. Présidé par le substitut procureur général, M. Ibrahim Hussein Waïs, l'événement a vu la participation, entre autres, du préfet de la région d'Arta, du président du conseil régional, du chargé d'affaires de l'ambassade d'Éthiopie à Djibouti, de l'attaché de sécurité intérieure auprès de l'ambassade de France à Djibouti, du représentant du directeur général de la police nationale et de plusieurs officiers supérieurs de la gendarmerie nationale. À cette occasion, les majors de promotion des stagiaires de la promotion ont reçu leurs diplômes et leurs insignes de l'école des mains des officiels présents sur les lieux. À l'issue, les stagiaires et les officiels ont posé pour la traditionnelle photo de famille. Au cours de cette cérémonie, le major de la promotion a pris la parole après la lecture des Saint-Coran pour résumer le programme de formation. On écoute. Mes choix, l'insigne honneur de prendre la parole ce jour, mercredi 23 octobre 2024, au nom des stagiaires de la 18e promotion BIS, perfectionnement d'enquêteurs, module cyber. C'est fort de cette pensée que la coopération France-Djibouti a voulu élever le niveau de la pratique à la police judiciaire en Afrique, qu'elle a organisé des modules de formation dans cette prestigieuse école dénommée EI3PJ, en y invitant 16 fonctionnaires de police et de gendarmerie de 11 différentes nationalités, de la Côte d'Ivoire, de Djibouti, de l'Éthiopie, du Gabon, de la Guinée-Conakry, du Madagascar et du Tchad. Débuté le 1er septembre 2024 par un module cyber, nous avons reçu pendant 2 semaines durant les rudiments en matière de lutte contre la cybercriminalité sous toutes ses formes. Dans un premier temps, nous avons été outillés en passant par l'OSINT, Open Source Intelligence, et pour finir, sur les investigations en milieu numérique. Vive l'Afrique, vive la République de Djibouti, vive la coopération française. Je vous remercie. Pour sa part, le directeur de l'école, le lieutenant-colonel Hussein Mohamed Qayad, a lui aussi tenu une allocution dans laquelle il a mis en exergue la particularité de cette formation. Nous sommes d'abord très ravis de vous accueillir dans ce temple de la police judiciaire et de la criminalistique, mais aussi de célébrer cet heureux événement qui marque la fin de 2 formations, l'une cybercriminalité et l'autre des perfectionnements enquêteurs, qui a duré pratiquement 2 mois à l'EI3PJ. Donc pour la cybercriminalité, nous avons déjà planifié auparavant et nous avons sollicité pour une mission de courte durée que la coopération française détache à l'EI3PJ un expert en cybercriminalité. Parce que la cybercriminalité et les perfectionnements enquêteurs vont ensemble de nos jours. Et nous savons qu'aujourd'hui, la cybercriminalité englobe ou réunit toutes ces infractions dans le domaine du droit pénal. Bien sûr, à l'aide du réseau Internet. Ici, je salue la direction des études et les instructeurs de l'EI3PJ qui ont travaillé en parfaite synergie pour concocter le cas pratique exercé ici à l'EI3PJ. De nos jours, nous voyons que l'Internet a changé
des visages, et son visage est un désastre transnational, parce que nous ne pouvons pas citer l'auteur de l'infraction. Monsieur le substitut de Madame la procureure générale, vous avez en face de vous des OPJ de toutes grades confondues, mais aussi respectés. Donc, c'est pour dire que tant qu'il y aura des cybercriminels, il y aura aussi des cyber-enquêteurs. De son côté, le substitut du procureur général et président de la cérémonie également a prononcé un discours dans lequel elle s'est adressée aux stagiaires. Elle n'a pas manqué de les féliciter à la conclusion du discours en remerciant le gouvernement, le haut commandement de la gendarmerie et les instructeurs de l'I3PJ. Messieurs, je voudrais d'abord attirer votre attention que l'École internationale de perfectionnement à la police judiciaire est un temple de la police judiciaire qui est, avec son sérieux et sa rigueur, connu dans l'Hexagone de tous les pays. Nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir dans cette promotion 17 stagiaires, dont 11 ressortissants des pays amis et de 5 nationaux de la police nationale, de la gendarmerie et des gardes-côtes. Vu le croissance de criminels, vu les enquêtes sur les croissances criminelles en cybercriminalité, il faudrait aussi, comme disait tout à l'heure le colonel de l'école, que les cyber-enquêteurs suivent toutes les astuces et toutes formes de criminalité qu'ils essayent de mettre en place. Donc, une cybercriminalité doit avoir en face de cyber-enquêteurs. Vous avez été formés durant toute cette période à différentes techniques pour lutter contre la cybercriminalité. Donc vous avez eu tous les moyens qui vous ont été exposés et sur la forme, vous avez aussi acquis une formation concernant le perfectionnement enquêteur dont vous avez fait plusieurs thèmes. L'objectif de cette école est de répondre aux besoins et d'améliorer les capacités d'investigation judiciaire des enquêteurs dans la pratique de la police judiciaire. Et j'espère que tous les ressortissants de ces pays, une fois qu'ils vont rentrer chez eux, vont mettre à profit les connaissances qu'ils ont acquises durant ces 7 semaines de formation enquêteur et 2 semaines sur la cybercriminalité. En espérant que vous avez gardé une bonne image de ce pays et de cette école, je n'oublierai pas de féliciter les formateurs de cette formation qui ont, avec professionnalisme, distribué leur savoir-faire dans les différentes connaissances. Je vous remercie de votre attention. Direction d'Ikilou, hier mercredi, l'association Jeep Solidev a marqué une étape majeure dans la promotion de l'inclusion numérique avec le lancement officiel du projet numérique pour elle au siège de l'UNFD à Dédikil. Cet ambitieux programme destiné à faciliter l'accès des filles et des femmes aux technologies de l'information et de la communication a été couronné par l'inauguration de l'espace public numérique à Dikilville. Financé par le Fonds d'engagement pour les OIC 2024 de l'ambassade de France, ce projet vise à réduire les fractures numériques tout en créant des opportunités d'autonomisation pour les femmes et les filles de la région de l'Unité. L'inauguration de cet espace moderne marque un tournant franc aux bénéficiaires un accès à des outils et des formations adaptées à leurs besoins. L'événement présidé par le préfet adjoint, M. Youssouf Ali, a réuni plusieurs personnalités régionales, parmi lesquelles Mme Asma Hussein, présidente de l'Union de l'UNFD Dédikil, et Mme Amena Hamadou, plus connue sous le nom d'Amena Bisley, élue locale et représentant du Conseil régional Dédikil, ainsi que des représentants du OEC et de l'ambassade de France. De nombreuses bénéficiaires présentes ont pu découvrir les ressources mises à leur disposition et échanger sur les opportunités offertes par le programme. Le représentant du Jeep Solidev, M. Mohamed, a exprimé sa fierté quant à la réussite de cette initiative. De notre société, je tiens à adresser mes sincères remerciements à l'ambassade de France, bien sûr, notre partenaire des fonds, pour son appui financier dans la concrétisation de ces projets. Votre soutien témoigne de votre engagement à soutenir des initiatives qui favorisent l'égalité des genres et renforcent les capacités des femmes. C'est un symbole fort de coopération et d'amitié entre nos deux pays, au service d'un avenir plus juste et inclusif. Voici ensuite la représentante de l'ambassade de France.
Aujourd'hui, je m'adresse à vous pour le lancement de l'espace public numérique qui a été porté par l'association Jeep Solidev, financé par le Fonds Équipe France, organisation de la société civile, instrument qui finance la société civile sur l'élaboration de projets concrets au sein des communautés locales. Donc ici, nous avons un projet d'un espace public numérique avec la mise à disposition de matériel informatique et aussi un volet formation pour l'ensemble des jeunes femmes qui seront recrutées grâce à l'action de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, qui est l'antenne régionale ici basée à Dikil et qui a son rayonnement sur la région, donc permettent de mobiliser l'ensemble des bénéficiaires pour pouvoir accéder à ces formations et qui, j'espère, permettra un tremplin pour toutes ces jeunes femmes et femmes scolarisées ou déscolarisées d'avoir accès à l'outil informatique. Donc je renouvelle mes remerciements à l'investissement de Jeep Solidev qui a déjà porté plusieurs projets dans la région de Dikil et qui est en soutien à l'Union nationale des femmes djiboutiennes, que je remercie également pour son investissement. Je remercie également Monsieur le Préfet et le Président de région pour soutenir ces initiatives locales qui permettront de revitaliser le tissu économique, j'espère, à moyen terme, je l'espère. Pensons ensuite les dires du préfet adjoint de la région de Dikil. Là, aujourd'hui, nous nous retrouvons ici à Dikil pour le lancement officiel du projet portant accès des filles et des femmes aux technologies de l'information et de la communication. Donc, ce projet est porté par une association de notre région qui est donc l'association Jeep Solidaire en faveur des femmes, des jeunes filles non scolarisées et des jeunes filles scolarisées de notre région. À cet instant, je ne peux que me réjouir de l'action faite par cette association. D'autre part, le financement est porté par l'ambassade de France et à cette occasion, je voudrais remercier donc l'ambassade de France pour toutes les actions faites en faveur de nos administrés. Et par contre, je dirais donc à la population et surtout aux femmes qui vont profiter de cette formation, de tirer profit afin de pouvoir les utiliser dans le cadre des services. Fait divers de ce journal, des membres de la brigade de la douane en étroite collaboration avec les éléments de détachement de la police d'El-Issabieh ont intercepté à la frontière de Galilée une importante quantité de marchandises de quat de contrebande en provenance de l'Éthiopie. Ces interceptions de produits illégalement introduits sur le territoire national s'inscrivent dans le cadre des actions de lutte menées contre la contrebande de toutes sortes. La marchandise saisie à cette occasion a été un poids de total à estimer de 2400 kg de quat où les contrebandiers voulaient acheminer vers la capitale. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'El-Issabieh, M. Mohamed Moumen Hassan. Des importations dont l'État ne perçoit aucune taxe. D'ailleurs, ce sont des produits transportés par des trafiquants sans scrupules qui contournent souvent les postes frontaliers partout sur le territoire national et cela représente une menace réelle pour l'économie de service de notre pays et de fondement étatique, a-t-il déclaré M. Mohamed Moumen Hassan, le chef de la douane locale. Aux nouvelles mondiales à présent, d'intenses bombardements aériens israéliens ont touché la banlieue du sud de Beyrouth. Le reportage avec M. Samatar. D'intenses bombardements aériens israéliens ont touché la banlieue sud de Beyrouth, visée par 17 frappes qui ont détruit plusieurs immeubles et provoqué une énorme explosion, selon l'agence de presse libanaise ANI. Il s'agit là des bombardements les plus importants dans ce secteur depuis le début de la guerre israélienne sur le Liban, il y a un mois. L'agence libanaise a annoncé hier que 17 frappes israélienne au moins avait touché la banlieue sud de Beyrouth après un appel à évacuer plusieurs secteurs lancés par Israël aux habitants. Plusieurs images montrent une énorme explosion suivie de petites explosions dans ce secteur. Selon Annie, 6 immeubles ont été détruits dans le seul quartier de Layalki, tandis que la chaîne Al-Mayadeen a affirmé qu'un de ses bureaux dans un quartier sud de Beyrouth avait été touché. Il n'y a pas eu d'avertissement pour la frappe qui a touché le quartier de Jnaha, dans le sud de la capitale libanaise. Cette frappe a tué une personne et en a blessé 5 autres. L'Afrique est le continent le plus touché par les conséquences du réchauffement climatique. Les prochaines années s'annoncent rudes alors que les catastrophes vont se multiplier. Toujours avec Samatar.
L'Afrique est le continent le plus touché par les conséquences du réchauffement climatique. Les prochaines années s'annoncent rudes alors que les catastrophes vont se multiplier. Ces dernières années, l'Afrique subit en plein fouet les effets du changement climatique. S'il n'est pas le seul touché par cette crise environnementale, le continent déjà fortement impacté par la pauvreté et les conflits dans certaines régions est le plus vulnérable face aux conséquences du réchauffement climatique. La saison des pluies de juillet et septembre 2024 a été marquée par des précipitations extrêmement abondantes et parfois sans précédent dans une grande partie de la région du Sahel, entraînant des inondations catastrophiques au Soudan, parti en août dernier. Une situation qui aggrave la crise humanitaire déjà complexe qui subissait le pays, mettant en rude épreuve les capacités de réaction des organisations d'aide des organismes environnementaux et gouvernementaux. D'autres pays comme le Nigeria, le Niger, le Tchad et le Cameroun ont aussi été touchés par les inondations en septembre 2024. Au total, plus de 2000 personnes ont perdu la vie et des milliers d'autres ont été déplacés. Une solution de toute urgence. Selon une étude de World Weather Attribution, les catastrophes liées au climat sont susceptibles de se multiplier. En Ouganda, je vous le disais dans le titre, au moins 11 corps ont été retrouvés sur les lieux de l'explosion d'un camion-citerne mardi dans la localité du Kigogwa, à 25 km au nord de Kampala. Selon la police, les victimes tentaient de siphonner de l'essence qui fuyait du camion renforcé après un accident. L'incendie qui a suivi a détruit 4 bâtiments, incluant 9 magasins, causant des dégâts matériels importants et un bilan humain tragique. Il s'agit d'un accident isolé impliquant un camion-citerne circulant sur la route de Bambo. Nous n'avons pas encore déterminé si la cause de l'incident est liée à une défaillance du véhicule ou à une erreur humaine du conducteur. L'accident s'est produit à cet endroit, provoquant une fuite de carburant. Il est malheureux que des personnes soient allées chercher le carburant. Étant hautement inflammable, le carburant a pris feu apparemment en raison d'une femme qui grillait du maïs à proximité. Il y a également des maisons et des magasins tout autour, ce qui a aggravé la situation avec la quantité importante de carburant qui s'écoulait. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore en mesure de déterminer précisément l'origine de l'incendie, a souligné Moses Nanoka, commandant de la police du district. C'est tout pour ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.